Bonjour et bon réveil, il est 8h à Tel Aviv. Bienvenue à vous sur I24 pour votre journal du matin. On est ensemble pour 2 heures de direct. On jette tout de suite un coup d'œil au sommaire de votre édition. Otniel Tekoa, l'armée israélienne craint de nouveaux attentats avec infiltration de terroristes dans des implantations juives. On fera le point sur la sécurité trop aléatoire dans ces localités. L'assassin de Daphna Meir qui a été capturé par les autorités israéliennes, cela vient d'être confirmé. Et c'est dans ce contexte que la décision de l'Union européenne est tombée hier. Les accords entre les 28 et Israël ne seront donc pas applicables au-delà de la ligne verte de 1967. Qu'est-ce que cela veut dire? On fait le point dans moins d'une demi-heure. Le monde du tennis tremble, suite du scandale, alors que le premier tournoi du Grand Chelem de l'année s'est ouvert ce week-end à Melbourne. La BBC et BuzzFeed ont révélé l'existence d'un vaste système de rencontres arrangées sur le circuit professionnel. On tentera de comprendre comment ce système fonctionnait et quels sont les joueurs concernés. Et puis vous en êtes sûrement adepte, le Scrabble ou Scrabble, c'est selon l'accent, fête aujourd'hui ses 60 ans, l'occasion pour nous de revenir sur une pratique presque ancestrale. Le terroriste d'Otniel vient d'être capturé par les autorités israéliennes. Les violences se poursuivent. Avec nous sur ce plateau, Olivier Rafovitch, bonjour. Merci de nous avoir rejoints ce matin. Myriam Amman, vous êtes également avec nous. Alors, ce terroriste, il était âgé de 15 ans. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. 15 ans. 15 ans, c'est un criminel, un assassin. Il a tué une femme devant ses enfants. Il a planté le couteau dans le corps de cette femme, ce qui a évité de la part du terroriste de pouvoir le reprendre et tuer d'autres enfants. Mais 15 ans, ça prouve ici une problématique dramatique parce qu'on a affaire donc à des très jeunes qui sont extrêmement motivés, extrêmement manipulés. Et il est très difficile donc de repérer à l'avance. Ils sont peut-être même en dehors des circuits palestiniens connus par les services de renseignement et palestiniens et israéliens. Et donc on a affaire, je dirais presque, à une délinquance juvénile terroriste. On a eu également des gens de 13 ans qui ont attaqué des Israéliens il y a quelques mois. Donc nous devons faire, nous, en Israël, un point et véritablement un brainstorming pour savoir de quelle manière nous devons traiter ce problème qui est bien au-delà du traitement classique de la lutte antiterroriste aujourd'hui. Et les autorités lyriques qui ont mis finalement l'accent sur les localités juives, en Cisjordanie notamment, elles sont dans le viseur des terroristes manifestement. Ils sont dans le viseur, mais alors pour revenir à cet âge de 15 ans et puis 16 ans à Tekoa hier pour l'attentat, ce qui est important de souligner, c'est qu'il ne s'agit donc pas de travailleurs palestiniens du coin, puisque eux sont évidemment majeurs, et ça pose la question sécuritaire d'infiltration au sein de ces implantations et, comme vous l'avez dit, aussi de radicalisation d'une certaine jeunesse qui, au lieu de jouer à des jeux d'adolescents, eh bien, eux partent le matin avec cette idée de rentrer dans une implantation et d'attaquer. Les autorités qui vont devoir évidemment mettre l'accent sur la sécurité, sur la manière de protéger ces implantations qui sont, il faut le savoir, un petit peu au milieu de nulle part. Et c'est pas des villes, c'est des petites implantations, c'est même pas des villages. Comment est-ce qu'on peut protéger? Évidemment, il y a des patrouilles de l'armée, mais que faire face à des jeunes de 15 ans? Alors comment c'est possible justement, Olivier, puisque l'armée a défini hier les travailleurs justement étaient interdits à Otniel. Cette décision elle a été élargie aujourd'hui. Est-ce que cette mesure de sécurité elle est vraiment efficace? On est encore une fois, comme je l'ai dit, dans une situation où on essaye de trouver des solutions. Il n'y a pas ici de solution magique pour arrêter ce type d'attentat. Juste pour nous rappeler à nous tous que l'attentat de Marseille contre le professeur de l'école juive avait également 15 ans. Donc on a affaire ici à une daeshisation, une émulation du terrorisme international chez les très jeunes. Les réseaux sociaux ici jouent un rôle capital qui procure à ces jeunes-là du carburant intellectuel, mental, physique pour arriver à de telles actions, puisqu'ils sont prêts aussi à mourir ensuite. Mais pour votre question, je pense que nous devons encore une fois bien réfléchir à la manière de traiter le sujet pour, d'un côté, arrêter les responsables, les parents, le cercle familial, mais également ne pas empêcher les autres qui ne font pas de violence de continuer à avoir une vie normale
parce que le problème est ici d'avoir un chaos généralisé par des mesures généralisées. C'est un petit peu la même problématique qu'en France ou en Europe, face à ces jeunes radicalisés qui partent combattre en Syrie, qui reviennent faire des attentats, perpétrer des attentats en France ou en Belgique. Le problème, c'est comme vous le dites, ce sont des jeunes qui souvent se radicalisent sans doute sur Internet, puisque vous savez que c'est les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter, où il y a des vidéos, etc. Et donc ils se radicalisent au point de mener ces actions, mais ils ne sont pas, évidemment, ça ne concerne pas des personnes qui travaillent et qui, elles, veulent vivre évidemment dans la paix et ramener, comme on dit, un salaire à la maison. Donc il faut vraiment que, comme vous dites, il y a un équilibre à respecter entre la sécurité et puis le bon vivre ensemble. Et d'ailleurs, les habitants de ces implantations vous le diront, que la plupart du temps, ils n'ont pas de problème avec certains voisins proches arabes de leur village. Alors justement, on va s'y rendre. Près de ces implantations, on y rejoint Mathias Inbar. Mathias, bonjour. Alors on l'a dit, le terroriste d'Otniel vient d'être arrêté. Il y a eu cette confirmation il y a quelques minutes. Il a été arrêté donc dans un des villages avoisinant cette localité d'Otniel. Oui, dans le village de Beit Amra, je vous le citais d'ailleurs hier, Nathalie, dans ce village arabe qui quasiment jouxte ce village juif israélien, cette implantation d'Otniel dans un rayon de 2 km dans la région de Yatta, au sud de Hébron. Effectivement, il a été arrêté chez lui sans qu'il y ait de démonstration de force de sa part et de la part du Shabak et de l'unité spéciale des Douvdevan, l'unité d'élite de l'armée israélienne. Il a été arrêté chez lui, vraisemblablement. Ce sont les renseignements militaires et les renseignements, les services de sécurité intérieure qui ont réussi à mettre la main sur ce jeune de 16 ans. Vraisemblablement, on disait depuis hier qu'il s'agissait d'un ouvrier palestinien. Eh bien non, un Palestinien de 16 ans, on peut dire un adolescent même, qui a été arrêté chez lui sans, encore une fois, démonstration de force, sans qu'il n'y ait de balles de tirées. On peut donc dire que l'épisode se referme concernant le meurtre et cet assassinat de Daphna Ameir en plein cœur de cette maison de Otniel. Pour ajouter une information, l'armée israélienne vient de me confirmer que malgré cette arrestation, aucun Palestinien, aucun ouvrier palestinien n'a été autorisé à rentrer et à travailler aujourd'hui dans les implantations de Cisjordanie. Merci beaucoup Mathias pour ces explications et ce dernier point. Donc Olivier, une réaction, aucun ouvrier donc autorisé à pénétrer dans ces villages. 2 attentats dans 2 implantations en 2 jours, ça fait quand même beaucoup pour les autorités israéliennes qui craignent des actions à répétition. Il y a effectivement un processus dramatique d'émulation de ce terrorisme-là. Parce qu'il touche les jeunes, donc on a dit, qui sont très jeunes, qui sont prêts donc à l'attaque. Ils sont non repérables au départ, ils sont inconnus des services de sécurité et palestiniens et israéliens. Ils attaquent au couteau, ils s'échappent en courant. Donc là, pour l'instant, on essaie de prendre des mesures, on va dire, générales. Quand vous dites qu'ils sont inconnus des services de sécurité, c'est qu'en fait, les services de renseignement, ils n'ont aucun moyen de le détecter avant, par texto, par échange d'informations avec les personnes dont les services disposent sur place. C'est pas possible d'avoir une petite information. Je comptais juste une chose. Il y a eu un sondage qui a été fait à Gaza il y a quelques jours par le centre de sondage de Shkaki, qui est un grand centre de sondage palestinien. Entre 16 et 20% des Palestiniens de Gaza sont proches de Daesh. Sur 1 million de personnes, c'est beaucoup de gens. Donc on ne peut pas avoir d'informations précises et tactiques pour des milliers de personnes et savoir à quel moment cette personne-là passera de la théorie à la pratique. Donc il y a une problématique pour l'information à collecter. Lorsqu'on arrête, on arrive donc à savoir et à déceler les raisons et même les choses qui ont été dites ou écrites auparavant. Mais avant cela, c'est pratiquement impossible. Alors je vous propose à présent de revenir sur l'enterrement hier de Daphna Meir, assassinée devant sa fille de 17 ans. Reportage sur place de Maël Benoliel. Après l'horreur et l'effroi, place à la tristesse et à l'émotion. Tout le Yishuv d'Otniel, ou presque, rassemblé à l'extérieur de la synagogue de cette localité du sud de Hébron pour rendre un hommage à leur voisine, leur amie Daphna Meir, poignardée à mort chez elle devant ses enfants. Je ne réalise pas, c'est incroyable de se dire que je ne pourrai plus lui parler, plus lui téléphoner.
Il y avait tellement de vie en elle. Elle avait toujours quelque chose à dire et puis elle avait le sourire. Je ne peux pas croire qu'elle ne viendra plus le samedi matin au parc prendre son café avec moi. Daphna Meir était connue de tous ici, elle qui a longtemps été l'infirmière principale d'Otniel, avant d'aller exercer son métier à l'hôpital Soroka de Beersheva. C'est la consternation, mais qu'on partage la même douleur. On est une famille, on est une grande famille. On se connaît tous, on vit ensemble depuis longtemps et pour longtemps. Et ici à Otniel, dans le sud de Har-Hebron. Sur la route qu'emprunte le cortège funéraire dans cette région particulièrement touchée par la récente vague de violence, ils sont des centaines d'Israéliens à s'être réunis en différents points pour marquer leur soutien. Ils sont encore plus nombreux au cimetière de Givat Shaul à Jérusalem pour accompagner Daphna Meir dans sa dernière demeure. Certaines personnalités politiques ont fait le déplacement. Le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, et le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog, se tiennent côte à côte. Beaucoup d'Israéliens sont même venus de loin. Je tenais à soutenir la famille. Et bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas. C'est très triste. Voilà donc pour ces funérailles qui ont eu lieu hier à Otniel. Mary, je voudrais qu'on revienne sur ce manque finalement de prévision possible pour l'armée israélienne, pour les autorités israéliennes. Un tel attentat comme il y en a eu à Otniel avant-hier, à Tekoa hier, c'est pas prévisible, c'est impossible de pouvoir... C'est compliqué parce qu'il s'agit de jeunes de 15 et 16 ans qui ne préparent pas, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en contact avec leurs parents, leurs cousins. Peut-être qu'ils en ont un petit peu parlé, mais c'est très compliqué. Déjà, c'est à la voix orale, ils ne vont certainement pas envoyer de SMS. Et donc, c'est compliqué de pouvoir prévoir. Peut-être que même eux, la veille, ne savaient pas qu'ils allaient le lendemain partir. Olivier, ils se lèvent le matin et ils disent, bon allez, aujourd'hui j'y vais. Bon, il y a quand même... on va dire un terreau favorable dans la famille. Là, on parle de villages qui sont près de Yatta, donc ce sont des terreaux proches du Hamas, du djihad islamique. Il y a quand même des familles qui sont fondamentalement proches de l'islamisme radical. Donc, ces jeunes-là vivent là-dedans, naissent là-dedans et vraiment sont baignés dans cette atmosphère-là. Maintenant, le passage à l'acte est le problème central ici. À quel moment Mohamed ou Youssouf ici prend le couteau, part de chez lui et décide de tuer un juif ou une juive maintenant? C'est un problème, je vous dis, qui est très compliqué à arrêter aujourd'hui. Et encore une fois, nous allons devoir travailler avec les services de renseignement palestiniens également pour essayer de trouver un mode opératoire, comme on l'a dit ici, pour prévenir, pour empêcher que ce type d'assassinat se répète. Mais encore une fois, c'est très compliqué. Merci à vous, Olivier. Merci, Mary, pour ces explications. Et c'est donc dans ce contexte que la décision de l'Union européenne est tombée hier. Les accords entre les 28 et Israël ne seront donc pas applicables au-delà de la ligne verte de 1967. Regardez. Nouvelle résolution européenne dont les termes inquiètent la diplomatie israélienne. Et nouvelle tentative de Bruxelles pour s'imposer comme le gendarme du Moyen-Orient. Quel est donc l'état des rapports entre l'Union européenne et l'État hébreu ? Malgré les consensus qui existent sur la création d'un État palestinien, certains États affichent une proximité plus marquée en faveur des positions israéliennes. C'est le cas de la République tchèque, la Hongrie, la Bulgarie, mais aussi la Grèce et Chypre. Ces deux derniers pays partagent avec l'État hébreu des projets gaziers en Méditerranée. A l'inverse, la Suède, l'Irlande, parfois l'Espagne ont affiché des positions bien plus critiques contre les politiques israéliennes. Ce sont eux qui poussent en faveur des résolutions, comme celle de l'étiquetage des produits israéliens fabriqués dans les régions de Judée et Samarie en Cisjordanie. Avec l'étiquetage, l'objectif n'est que d'informer, pas de boycotter, selon Bruxelles. Pas pour les Israéliens qui dénoncent la mauvaise foi de l'Union européenne. Il y a plus de 200 différents territoriaux à travers le monde, mais vous êtes en train de singulariser. L'Union européenne montre Israël du doigt. Il s'agit d'une discrimination, ceci est un boycott. Vous ne pouvez pas lutter contre le boycott d'une part et d'autre part étiqueter les produits. Sur le plan économique et scientifique, en revanche, les relations sont au beau fixe. Israël est parfois le seul pays non européen à participer à des recherches de pointe, seul pays non membre à faire partie du CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Déjà avant le programme Horizon 2020, les coopérations israélo-européennes étaient très nombreuses.
Voilà pour le topo sur ces relations politiques, économiques, scientifiques, parfois comme vous l'avez entendu décrit par David Klezewski. Nous sommes à présent en ligne avec Alberto Toscano. Alberto, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Alors on l'a entendu, c'est une décision contraignante pour informer selon l'Union européenne, pas pour boycotter, c'est pas comme ça que le voient les autorités israéliennes. Concrètement, ça veut dire quoi dans l'application de cette décision au quotidien ? Concrètement, l'application de cette décision dépendra en réalité de chaque pays. Dans le sens que hier, ce qui a été décidé a été surtout une question de principe, une résolution de principe. C'est-à-dire, pour l'Union européenne, on ne peut pas éviter de faire la distinction entre Israël et le territoire, et la Cisjordanie. Cette distinction existe et elle doit être remarquée selon l'Union européenne. Ceci dit, la discussion n'a pas été simple, dans le sens que surtout la détermination critique vis-à-vis d'Israël de la part de la France a entraîné les 28 dans ce choix. Le rôle de la France a été absolument particulier. Tandis que l'Italie, la Grèce, l'Allemagne ont exprimé à leur chacun à sa façon des perplexités. Alors justement, ces derniers temps, Israël avait plus ou moins l'impression, à la faveur, j'ai envie de dire, des attentats que Paris notamment a connus cette dernière année de 2015, Israël avait l'impression d'un certain rapprochement ou communauté d'intérêt finalement. Est-ce que cette décision, elle va signer la rupture ou en tout cas une grosse brèche dans les relations entre Israël et l'Union européenne ? Cette décision va signer une polémique, mais pas une rupture. Sans aucun doute, de la part des différents pays et de l'Union européenne dans son ensemble, il y a l'intention de poursuivre toutes les formes de collaboration. Et c'est surtout une question de principe. Et il faut l'interpréter de cette façon comme marquer cette différence de deux réalités différentes. Mais l'application et toutes les conséquences dépendront des choix de chaque pays et dont il faut remarquer la division qui existe à l'intérieur de l'Union européenne. Voilà, la souveraineté de chaque pays en la matière. Merci beaucoup, Alberto Toscano, pour cette analyse. Alors décidément, c'était hier un jour sombre pour la diplomatie européenne israélienne. Hier, l'ambassadeur américain en Israël, Dan Shapiro, a surpris l'auditoire présent à la conférence annuelle de l'Institut d'études de sécurité nationale en faisant une critique sans précédent de la politique d'Israël en Cisjordanie. Écoutez-le. We are concerned and perplexed by Israel's strategy. Nous sommes préoccupés et perplexes face à la stratégie d'Israël en matière d'implantation. Dans l'optique d'une solution à deux États, il sera de plus en plus difficile à y parvenir si Israël continue à créer ou agrandir des implantations. Il y a aussi des questions qui se posent autour de la politique sécuritaire. Trop d'agressions de Palestiniens ne reçoivent pas de réponse de la part des autorités israéliennes. Il y a également des actions d'autodéfense qui ne sont pas contrôlées. Dror Eben Sapir, bonjour. Ces déclarations de l'ambassadeur américain en Israël, elles ont fait beaucoup de bruit, elles ont surpris, même choqué certains dirigeants israéliens. Effectivement, ce sont des accusations très graves que celles portées par l'ambassadeur américain Dan Shapiro contre Israël, puisqu'il reproche à Israël de ne pas être suffisamment rigoureux dans l'application de la loi lorsque des Palestiniens, par exemple, seraient victimes d'exactions de la part d'extrémistes israéliens, et d'où cette expression de double standard. Un standard pour l'application de la loi concernant les Israéliens en Cisjordanie et un autre concernant l'application de la loi concernant les Palestiniens. C'est une accusation très grave et ce sont à mon sens des propos d'une sévérité inédite de la part d'un ambassadeur américain en poste en Israël, et bien évidemment Israël a réagi d'une manière tout à fait outrée, puisque le communiqué issu du bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou a été formulé de la manière suivante. Les commentaires de l'ambassadeur Shapiro, le jour même, on l'a vu tout à l'heure, où une mère de 6 enfants est enterrée et où une femme enceinte est poignardée, ces propos sont tout à fait inacceptables. Benjamin Netanyahou. Alors,
Très rapidement, Dror, pourquoi finalement Dan Shapiro, qui jusqu'à présent avait été particulièrement modéré, est allé si loin dans sa critique hier? Bien évidemment, vous imaginez, Nathalie, que des propos d'une telle sévérité n'ont pas pu être tenus sans l'aval d'un certain Barack Obama. Cela ne fait aucun doute. On se demandait d'ailleurs quelle allait être l'attitude du président américain dans l'année, les quelques mois qui lui restent à la Maison-Blanche, l'attitude vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis du dossier israélo-palestinien. On a là une première indication. Très rapidement, quelles conséquences concrètes? Eh bien, si par exemple les Français décident de déposer un projet de résolution sur la résolution du conflit israélo-palestinien contre les implantations au Conseil de sécurité des Nations Unies, on pourrait s'attendre à ce que les États-Unis ne fassent pas usage de leur droit de veto. Et là, ce serait très embarrassant pour Israël. Merci beaucoup. Alors, pour ces explications, on passe tout de suite à l'essentiel de l'actualité en bref et en images. La photographe franco-marocaine Leila Alaoui, qui avait été grièvement blessée dans l'attentat de Ouagadougou, est décédée hier soir. Leila Alaoui avait été blessée par balle vendredi soir alors qu'elle se trouvait à la terrasse du café Cappuccino. Transportée à l'hôpital, elle avait été opérée durant plusieurs heures. Train, salle de meeting, tracts, sondages, les doutes des enquêteurs sur les dépenses de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012 dépassent désormais largement les fausses factures de Big Magnon. Déjà mis en examen pour leur rôle qu'ils contestent dans le volet Big Magnon, 4 acteurs de la campagne l'ont été pour ces nouvelles dépenses. C'est ce qu'ont annoncé hier des sources judiciaires proches de l'enquête. Et l'écrivain Michel Tournier, l'un des grands auteurs français de la seconde moitié du XXe siècle, le prix Goncourt pour Le Roi des Aulnes en 1970, est décédé. Hier, il avait 91 ans. Il s'est éteint chez lui à Choiseul. On en vient à présent à cette arrestation au Maroc de Galel Attar, un jeune homme de nationalité belge qui serait lié aux auteurs des attentats de Paris du 13 novembre, condamné par contumace pour appartenance à une organisation terroriste en 2015. Il aurait séjourné plusieurs mois en Syrie en compagnie de l'un des kamikazes de Saint-Denis. David Klezewski. Galel Attar, c'est le nom de ce Belge arrêté au Maroc par les autorités. Le ministère de l'Intérieur à Rabat affirme qu'il est directement lié à certains auteurs des attentats de Paris. Galel Attar avait fréquenté les 2 principales filières djihadistes en Syrie, Front al-Nosra, qui est la branche locale d'Al-Qaïda, puis État islamique. 2 groupes qu'il avait rejoints via la Turquie et avec lesquels il s'est formé à manier des armes. Sur place, il était en contact avec l'un des 2 terroristes qui s'est fait exploser à Saint-Denis, mais aussi avec plusieurs chefs de Daesh, avant de revenir en Europe. Selon la presse belge, le suspect avait ensuite fui au Maroc en 2013, avant d'avoir été condamné par contumace en 2015 à Bruxelles. 5 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste et différents vols. Un mandat d'arrêt international avait par ailleurs été délivré depuis novembre 2014, soit 1 an avant les attentats de Paris. La progression de l'enquête confirme donc la filière belge et marocaine. En novembre déjà, c'est un renseignement marocain qui avait permis d'identifier le cerveau des attentats de Paris, Abdelhamid Abaoud, lui aussi belgo-marocain. Il avait été abattu le 18 novembre dans l'assaut de Saint-Denis. Le scénario et les noms des commanditaires, mais aussi des commandos, se précisent donc. Le 13 novembre à Paris, au moins 9 islamistes répartis en 3 groupes ont ciblé le Stade de France, des terrasses du 11e arrondissement et le Bataclan. Et nous sommes à présent en ligne avec Jérémy Audouard, journaliste en direct de Bruxelles. Jérémy, bonjour. Alors, la Belgique, comme base arrière du terrorisme islamiste, c'est une caricature ou c'est somme toute finalement le cas ? Alors, les gens ici à Bruxelles, j'habite à une centaine de mètres de Molenbeek. Il y a quand même une dizaine de personnes qui ont été arrêtées en Belgique après ces attaques du 13 novembre à Paris. La réalité est assez cruelle, mais la Belgique, en effet, est une base arrière du terrorisme. Mais les gens ici, quand on va à Molenbeek, les gens sont très pacifiques et la très grande majorité condamne bien évidemment tout ce qui s'est passé à Paris à la fin de l'année. Justement, quelle est l'atmosphère à Molenbeek ? Est-ce que les gens discutent de ce qui est en train de se passer avec une certaine des suspicions les uns envers les autres, ou est-ce qu'au contraire c'est une tentative de calmer la situation, calmer le jeu ?
Alors, j'ai beaucoup travaillé à Molenbeek après les attentats du 13 novembre ici. Les gens se sentent stigmatisés ici. Les gens trouvent ça injuste que Molenbeek soit sous les feux de l'actualité comme ça. Mais ce qui est important de dire, c'est que voilà, c'est Molenbeek qui a fourni un nombre important de terroristes. Ça, c'est une chose. Voilà. Ensuite, l'atmosphère sur place, les gens en ont eu marre des médias, d'être sous le feu des médias. Ils n'ont pas voulu être stigmatisés. Et il y a un souci d'apaisement maintenant. Maintenant, les choses sont un peu retombées. Malgré ça, il y a eu, je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours, il y a une équipe de journalistes français, de journalistes belges qui ont été agressés. Ils faisaient un reportage à Molenbeek et ils ont... Tout à fait, l'actualité sur le terrain qui est particulièrement difficile à gérer, notamment pour les journalistes. Merci beaucoup, Jérémy, en direct donc de Bruxelles. L'actualité en France à présent avec ce plan d'urgence contre le chômage lancé par François Hollande, un plan pour l'emploi. La Cour des comptes, elle, s'inquiète de la viabilité du régime d'indemnisation des chômeurs, trop généreux, dit-elle. Le gouvernement, lui, axe son action sur la formation de 500 000 chômeurs afin de les réintégrer. Alors on reviendra à 9h10 dans notre page économique sur le fond des annonces. En attendant, Julien, bonjour. D'un point de vue politique, on a l'impression que François Hollande jouait là un peu son va-tout, la carte de la dernière chance avec ce plan d'urgence. On peut dire que le climat politique pour François Hollande est semblable à la météo derrière vous, à la tempête qui est en train de frapper le port de Jaffa. Il a plusieurs obstacles devant lui avant 2017 et une possible candidature et peut-être réélection. C'est particulièrement compliqué. La première, donc, c'est le chômage, en effet, parce que François Hollande en avait fait un engagement, il ne se présentera pas en 2017 si le chômage ne baisse pas. On s'en souvient, écoutez, c'était en 2014. Moi, je me suis fixé comme objectif, comme obligation. Ça sera la preuve que le pays a pu sortir de la situation dans laquelle je l'avais trouvé, la baisse du chômage. Donc c'est mon obsession. Donc si dans les 3 ans qui viennent, le chômage ne baisse pas, vous ne serez pas candidat. Mais je ne peux pas, même si je le voulais. Parlons franchement. Donc, sur les 3 ans qui viennent. Vous m'avez posé ces questions. Et voilà, et autre difficulté pour François Hollande, la question de la déchéance. C'est le ver dans le fruit, notamment dans le débat à gauche. On reviendra sur ce sujet dans quelques instants. Le temps de faire le point sur l'essentiel de l'information avec Éléonore Veil.